Après l'adoption par l'Assemblée nationale de deux résolutions portant édification d'une stèle mémoriale à Beaumont et l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le président de la République, ce lundi, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu au palais présidentiel pour annoncer officiellement ces nouvelles au chef de l'État. 54 milliards de nos francs, c'est le montant de l'enveloppe allouée par la Banque mondiale pour le financement de la réalisation du projet régional interconnexion Tchad-Cameroun. Le PARAF a lieu ce matin, un reportage à suivre. Et puis la reprise provisoire du transport interurbain d'un mois est conditionnée par le respect des gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19. Pour constater l'effectivité des transports, une de nos équipes a fait le tour de quelques gares routières de la place. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous accueillir dans vos ménages. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a échangé cet après-midi par visioconférence avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, le partenariat Tchad-Banque mondiale et les préparatifs du nouveau PND 2020-2026 étaient au menu des discussions. Nassar Nediti. Vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources humaines, le Mauritanien Ousmane Diagana était un fin connaisseur du Tchad pour avoir été directeur des opérations pour le Tchad basé à Bamako au Mali. C'est sous lui que notre pays a atteint le point d'achèvement des pays pauvres très endettés. Introduisant la rencontre virtuelle, le président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, déclare que les défis urgent le passage rapide à l'action pour sortir l'Afrique de l'Ouest et du centre de la pauvreté est plus qu'un impératif. En réponse, le président de la République Idriss Déby Itno situe Ousmane Diagana sur les nombreuses priorités du Tchad. Il cite, entre autres, les infrastructures, l'énergie, le capital humain, la récession économique, le fardeau des réfugiés et déplacés, le terrorisme et la Covid-19. Nous sommes devant nos responsabilités et nos partenaires doivent être du bon côté pour nous soutenir, éclaire le chef de l'État qui a expliqué que le plan national de développement PND 2017-2021 tend à sa fin et pour éviter un éventuel transfert des ressources, il demande à la Banque mondiale d'accélérer le processus. En outre, le PND 2022-2026 est en préparation et le chef de l'État sollicite l'appui de la Banque mondiale pour une réussite éclatante de la phase préparatoire. Le président de la République devait par la suite saluer la signature aujourd'hui par la Banque mondiale respectivement de l'accord de financement du projet d'interconnexion électrique Tchad-Cameroun et de l'accord de siège pour le retour au Tchad de la Société financière internationale SFI. Très pragmatique, le chef de l'État Idriss Déby Itno suggère à la Banque mondiale de ne pas proposer au Tchad des projets clés en main, mais de laisser la latitude à ses cadres de monter des projets de développement reflétant les besoins et aspirations endogènes du pays et solliciter au finish un financement auprès du groupe de la Banque mondiale. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, déclare prendre bonne note des remarques pertinentes du président tchadien. Aussi a-t-il marqué l'accord du groupe de la Banque mondiale de soutenir le Tchad dans la phase préparatoire du PND 2022-2026. Enfin, Ousmane Diagana a informé officiellement le président de la République de la fin des missions au Tchad du directeur pays de l'institution. Son remplaçant est connu. Il s'agit de l'actuel directeur pays du groupe de la Banque mondiale aux îles Comores.
Il vous souviendra que vendredi dernier, l'Assemblée nationale a adopté 2 résolutions portant respectivement édification d'une stèle mémoriale à Boumo et l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Ce lundi matin, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, accompagné des présidents des groupes parlementaires, s'est rendu au palais présidentiel pour annoncer officiellement ces nouvelles au chef de l'État. Assirana Batingar. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, consacré maréchal du Tchad par la représentation nationale, par une résolution adoptée le 26 juin 2020 pour ses bravoures et ses hauts faits d'armes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Tchad. Dr Haroun Kabadi est le président des groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale, à savoir Ali Koultou Tchaïmi du MPS, Félix Nialbe de l'URD, Saleh Kebzabo de l'UNDR, Noubabe Tomel du RDP, Dime Clément Bago du groupe parlementaire Les Républicains et Mamad Oumar du groupe parlementaire Les Démocrates, porteurs de ce message du peuple au président de la République, ont franchi le perron présidentiel ce 29 juin pour le lui annoncer. L'émotion est palpable sur le visage de l'heureux récipiendaire et ceux de ses collaborateurs qui l'entourent pour la circonstance. Les démarches pour l'élévation du président de la République à cette dignité de maréchal du Tchad ont commencé il y a une dizaine d'années. D'abord par les organisations féminines, ensuite par l'armée et puis ses compagnons de Bamina. Mais pensant du fond de son cœur à avoir fait son devoir de citoyen, le chef de l'État a refusé toutes ces démarches. Aujourd'hui, il est contraint d'accepter le titre puisqu'il émane du peuple tchadien par la volonté duquel il est au pouvoir. Les hauts faits d'armes et les bravoures du désormais maréchal Idriss Déby Itno sont innombrables et remontent à sa tendre jeunesse dans l'armée nationale tchadienne. De la guerre de la libération de la bande d'Aouzou à la récente libération des îles du lac, des mains de la secte Boko Haram, en passant par l'offensive décisive qui a permis la libération du pays en 1990 et la mise en déroute de nombreuses incursions mercenaires sur le territoire national et étranger, maréchal Idriss Déby Itno est tout simplement un soldat intrépide, téméraire, audacieux, dont toute la vie est dédiée au Tchad et à l'Afrique. Ne dit-on pas que la volonté humaine est aussi puissante que la fatalité naturelle? Maréchal Idriss Déby Itno est un homme de volonté et de détermination, mais pas simplement un homme qui a la victoire dans le sang. Tout son parcours n'est que bravoure, intrépidité et sacrifice de sa personne pour le Tchad et l'Afrique. Le peuple, à travers l'Assemblée nationale, n'est pas seulement reconnaissant au chef suprême des armées. Il a aussi manifesté sa reconnaissance à l'armée nationale tchadienne pour laquelle une résolution pour l'édification d'une stèle mémorielle à Bouma en mémoire des soldats qui y sont tombés le 23 mars face à la secte Boko Haram a été adoptée. Maréchal Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, voit en cette reconnaissance la preuve matérielle que le peuple est véritablement derrière son armée. L'occasion pour lui de confier à l'assistance que le Tchad a une armée d'excellence, avec des soldats, des vrais, prêts à se sacrifier pour l'intégrité et la souveraineté du pays. En annonçant au chef de l'État le titre de la dignité de maréchal du Tchad, le président de l'Assemblée nationale au nom de son institution, exprimé ses vives félicitations et sa profonde reconnaissance pour toutes les actions entreprises pour la défense et le rayonnement du Tchad. Suivez. C'est avec une profonde émotion et une légitime fierté que je prends la parole en ce jour devant vous, après l'adoption de l'Assemblée nationale de 2 projets de résolution portant respectivement édification d'une stèle mémorielle à Bouma et élévation de votre Excellence à la dignité de maréchal du Tchad. En cette circonstance solennelle, et comme nous l'avons fait le 6 avril 2020 à Bagassola, je suis venu aujourd'hui au nom de l'Assemblée nationale, accompagné des présidents des groupes parlementaires au-delà de la diversité politique de ses membres, pour vous adresser nos vives félicitations pour cette élévation à la dignité de maréchal du Tchad, vous exprimer notre profonde reconnaissance pour toutes vos actions entreprises et enfin vous apporter notre soutien le plus total pour le combat que vous menez tous les jours pour assurer le bien-être, la paix, la stabilité,
l'unité nationale et la sécurité du peuple tchadien. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour vous informer de l'état d'avancement des engagements que nous avions pris ce jour 6 avril 2020 à Bagassola. S'agissant de la résolution relative à l'édification du ministère mémoriel à Bohoma, je voudrais rappeler ici que l'attaque lâche et ignoble perpétrée contre les éléments de nos forces de défense et de sécurité le 23 mars 2020 à Bohoma par les illuminés et narcotrafiquants de la secte de Boko Haram a été ressentie comme une profonde humiliation par le peuple tchadien dans son ensemble, au-delà de toute sensibilité politique. Ces valeureux soldats ont payé de leur vie pour assurer la défense de la patrie face à cette horde de terroristes. La nation leur sera éternellement reconnaissante pour ce sacrifice ultime et l'Assemblée nationale, à travers les députés que nous sommes, a voulu traduire dans les actes cette reconnaissance de la nation tout entière à nos soldats martyrs pour l'édification du ministère mémoriel sur laquelle seront gravés tous les noms des soldats tombés sur le champ de bataille ce jour 23 mars 2020 et ceux tombés lors de l'opération polaire de Bohoma, afin que la nation puisse toujours se souvenir de leur sacrifice suprême. Face à cet affront, l'opération polaire de Bohoma, conduite personnellement par votre Excellence du 23 mars au 6 avril en votre qualité de chef suprême des armées, a permis de nettoyer entièrement la région du lac Tchad de cette bande de terroristes de Boko Haram et ramener la paix, la sécurité et la quiétude au sein de la population de cette province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, au-delà de cette victoire militaire sur la secte Boko Haram, je voudrais relever pour y insister que vous aviez depuis toujours défendu la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire de notre pays, au péril de votre vie. Faut-il le rappeler, vous aviez joué un rôle déterminant au sein des forces armées nationales tchadiennes lors de la reconquête de la bande d'Aouzou, alors illégalement occupée par l'armée libyenne. C'est encore vous, Excellence, qui, le 1er avril 1989, vous avez décidé avec un petit groupe de patriotes de défier l'une des dictatures les plus sanglantes d'Afrique, celle du Sénégal, pour instaurer la démocratie dans notre pays le 1er décembre 1990. Lorsque le pays a été victime des agressions extérieures par mercenaires interposées en 2005, 2007 et 2008, c'est encore vous, Excellent, qui, à la tête de vos troupes, avez mis en déroute les rebelles mercenaires qui étaient entrés dans la capitale, N'Djamena. Vous avez toujours été présent physiquement sur le terrain devant vos troupes, à chaque fois pour relever le défi lorsque les institutions de la République sont menacées. C'est le lieu ici d'exprimer notre reconnaissance à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui, à vos côtés et sous votre autorité, défendent l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. Cette bravoure légendaire et ce sens de dévouement et de sacrifice de soi hors du commun, ces nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, font aujourd'hui notre fierté au-delà de nos frontières. Votre engagement à défendre l'intégrité du Tchad s'étend également à la sous-région où vous menez un combat sans relâche contre les terroristes djihadistes de tous bords au Cameroun, au Niger, en RCA, au Mali, au Nigeria et dans la région du bassin du lac Tchad. Au regard de tous ces actes de bravoure,
de ces faits de guerre, de cet engagement sans pareil, le peuple tchadien, à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, a voulu du fond du cœur exprimer à votre Excellence sa profonde reconnaissance et sa gratitude par rapport aux actes que vous posez au quotidien et à votre parcours exceptionnel qui vous permet de présider au destin de notre pays. C'est le sens que l'Assemblée nationale a voulu donner à cette élévation à la dignité du maréchal du Tchad qui vient de vous être conférée. S'agissant de la proposition de loi relative à l'indemnisation des militaires victimes des actes terroristes que vous avez demandé dans votre adresse à la nation, demandez à l'Assemblée nationale d'élaborer. J'ai le plaisir de porter à la très haute connaissance de votre Excellence que cette proposition de loi est déjà finalisée et sera transmise dans les prochains jours au gouvernement pour examen. Enfin, pour finir, je voudrais informer votre Excellence qu'un groupe de travail a été mis en place pour élaborer la proposition de loi relative aux privilèges liés à la dignité de maréchal tel que prévu par la résolution. Les services de l'Assemblée nationale prendront toutes les dispositions pour envoyer la résolution 06/AN/2020 à votre cabinet pour que la cérémonie portant élévation de la dignité du maréchal du Tchad puisse être organisée. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées maréchal, les 4 mots que je tenais à dire qui restera à jamais gravé dans les annales de notre pays pour l'adoption de ces 2 résolutions. Voilà, c'était là donc le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, le chef de l'État qui a à maintes reprises refusé toutes les démarches devant aboutir à cette consécration, s'est dit ému et contraint de l'accepter puisqu'elle émane du peuple à travers sa représentation nationale. Suivez le maréchal Idriss Déby. Monsieur le Président du groupe parlementaire, vous êtes la représentation nationale. Vous représentez le peuple tchadien. J'accepte volontairement cette distinction qui m'honore, mais qui honore ma famille au-delà de moi-même. Et une première au Tchad honore aussi le Tchad. Nous sommes tous des êtres humains. Un jour, pas le même jour, chacun de nous, son jour viendra et il sera évidemment dans l'autre monde. Je n'ai pas imaginé un seul instant de mon vivant que j'aurais ou j'accepterais cette désignation et qui porterait évidemment ma signature par un décret. Rappelez-vous, nos sœurs se sont réunies au palais du 15 janvier. Dans leurs recommandations, résolutions, elles m'ont élevé à la dignité de maréchal. J'ai beaucoup réfléchi. L'armée, les officiers de tous bords, ils ont écrit et signé pour m'élever au grade
maréchal. Le parti auquel j'appartiens, le parti de Bamina, lors d'un congrès, ont pris une résolution pour me donner cette dignité de maréchal. Pour moi, en son temps, toutes ces démarches réalisées par nos sœurs, par les officiers des forces de défense et de sécurité, par mes compagnons et camarades du parti, j'ai trouvé que le moment n'était pas propice et que je ne devrais pas moi-même signer un décret comme ça dans la sourdine pour me lever à la dignité de maréchal. Maintenant, c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale qui a décidé. Donc c'est le peuple qui a décidé. Je tiens du fond de mon cœur à vous remercier sincèrement, vous tous, à remercier du fond du cœur tous vos camarades députés de la représentation nationale qui ne chaisent pas avec vous aujourd'hui à cause du Covid-19. Ça restera pour moi dans l'histoire du Tchad aussi une première. Une première, on doit dire que sous autres cieux aussi, cette démarche existe. Cette démarche n'est pas nouvelle pour vous. D'autres pays, d'autres assemblées nationales ont décidé à des périodes, à des moments marquant leur vie, de faire une telle résolution relevant un de leurs qui s'est remarqué à la dignité du maréchal. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, président de la République, chef du gouvernement, c'est pas ça l'histoire reconnaîtra, mais l'histoire reconnaîtra que l'Assemblée nationale m'a élevé à la dignité de maréchal du Tchad. Merci encore une fois à mon nom personnel et au nom de toute ma famille, à l'Assemblée nationale, à toute la représentation nationale, à nos sœurs, à tous les officiers, à nos camarades du parti, qui ont entamé cette démarche depuis une dizaine d'années. Couronné aujourd'hui, parce que mon parcours en tant que soldat vient d'être couronné par la plus haute distinction. J'ai eu du mal, certainement, à me contenir moi-même quand vous vous êtes levés tous pour applaudir la décision que vous avez adoptée. Le mérite, peut-être, d'autres Tchadiens ont fait mieux que moi, peut-être. Les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, moi, je sois élevé à cette dignité. Bien, j'accepte.
La résolution portant édification d'une stèle mémorielle à Boumo a aussi retenu l'attention du chef de l'État, Maréchal Idriss Déby Itno, qui voit en cela la preuve tangible du soutien du peuple tchadien à son armée, une armée d'excellence composée des hommes prêts à se sacrifier pour la défense des Tchadiens et de leurs biens. Suivez une fois de plus le Maréchal Idriss Déby Itno. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du groupe, vous avez une armée d'excellence. Vous avez une armée. Vous avez des soldats, des vrais qui ont sacrifié leur vie et qui sont prêts aujourd'hui à sacrifier aussi leur vie pour la défense de la souveraineté du Tchad, pour la défense du peuple tchadien et de leurs biens. Cette armée construite et qui est encore en construction fait notre fierté à nous tous. Fait notre fierté à nous tous. Fait la fierté du Tchad. Il est bien vrai que dans toute société, vous trouverez des brebis galeuses qui existent dans toutes les sociétés humaines. Mais la particularité de votre armée, elle n'a jamais reculé. J'ai suivi cette armée, mon baptême de feu en 1979-80. Depuis lors, je n'ai jamais quitté cette armée. Je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle a fait, je sais ce qu'elle a consenti comme sacrifice, et je sais ce qu'elle est prête aujourd'hui à faire. Toute la nation tout entière, doit être reconnaissant à l'endroit de nos soldats, des soldats républicains. Républicains, c'est nous qui devrons le faire. C'est nous qui devrons les aider à être des soldats républicains. C'est nous qui devrons, en politique, de faire en sorte que les soldats tchadiens restent armes au pied pour défendre l'intégrité territoriale des personnes et des biens du Tchad, élever haut l'étendard national sous tous les cieux. Vous avez rappelé pour mémoire. On n'en parle pas beaucoup. C'est avec votre accord, l'accord de l'Assemblée nationale, que j'ai décidé d'envoyer les soldats tchadiens au Mali pour sauver nos frères du Mali. C'est avec votre accord que j'ai décidé d'envoyer les soldats tchadiens au Cameroun. C'est avec votre accord que j'ai aussi décidé d'envoyer les soldats tchadiens au Nigeria et au Niger. Ils n'ont pas failli. Les soldats n'ont pas failli. Ils ont fait leur boulot correctement. Ils se sont distingués sur tout le théâtre qu'ils ont eu à prendre part, assister. Et reconnus comme tel. Construire un mémorial à Bohoma, cette île perdue du lac Tchad,
mémoire de nos soldats. Vous venez de prendre une décision de portée historique. Je souhaite de tout cœur que dans ce cadre de votre budget même, que ce mémorial soit construit par l'Assemblée nationale. Ça donnerait encore plus de gaz, plus d'importance que construire avec les ressources du Trésor par le ministère de la Défense ou par un autre département ou par la présidence. Ça restera un des moments forts des actions menées par la représentation nationale pour le compte de nos frères et sœurs en armes, forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, depuis la date du 23 mars, date à laquelle je me suis rendu à Bohoma. De Bohoma, je ne suis pas revenu ici à Niamey. J'ai fait mon quartier général à Bagassoula. J'ai resté un mois. Certes, nous sommes rentrés à l'intérieur du Nigeria. Nous avons poursuivi ces illuminés de Boko Haram. Il y a 3 jours, je me suis rendu au lac Tchad pour voir si la situation a évolué et a évolué dans quel sens. Je peux vous dire aujourd'hui encore, et dire au peuple tchadien que depuis la fin des opérations, il n'y a pas eu une seule incursion de Boko Haram sur notre territoire. L'armée patrouille nuit et jour. Et vous avez un effectif important. Ça fait plus de 8000 hommes qui sont au lac Tchad. C'est grâce à cette armée que notre pays est épargné dans le pays du Sahel comparativement aux autres. La population n'a pas eu à beaucoup souffrir. C'est grâce à cette armée que l'intégrité du territoire aujourd'hui, sur ces 1 284 000 km², est sous notre contrôle. C'est grâce à cette armée que le Tchad a secouru des pays frères du Sahel. Je tiens une fois de plus à vous remercier du fond du cœur, à mon nom, au nom de ma famille, à tous ceux qui m'ont cher, qui me soutiennent. Votre décision de m'élever à la dignité de maréchal. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, le maréchal Idriss Déby Itno dans des propos recueillis par Assira Nambatingare. Et puis, quelques messages de félicitations adressés au chef de l'État, maréchal du Tchad, par la représentation nationale, suite donc à son élévation. Ces messages nous émanent de l'ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, au Togo et au Bénin, Madame Kadi Ndjilkem Elisabeth. En son nom et au nom de ses collaborateurs, le gouverneur du lac, le général de corps d'armée, Abadi Saïr Fadoul, le gouverneur de la province du Wadaï, le général Brahim Seyd Mamad, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garboudjou Meder Jacob, celui de la province du Guéra, Paul Mbaïnoudoum Ngar Telbaïr, le gouverneur de la province de Barel Ghazal, Ramadan Erdebour Dougourou,
en leur nom et au nom de leurs populations respectives. Le général de corps d'armée Tahir Erda Taïro, président de la commission, les compagnons baministres, au nom des camarades de lutte, le préfet du département du Sud Kanem, Fougou Alifa Zizerti, le préfet du département de Mont-de-Lam, Madjimbaye Nodjimbaye et le secrétaire général Abdoulaye Djibril Idriss, le président du parti Al-Nassour Mahamatanatifo Youssouf, le président national du parti Al-Wassat Abderrahim Younous Ali, le chef des cantons Klachim El-Wadi Hissène Omokhtar Tchombe et sa population, le chef du canton de Ngouri, Kachala Mboudou Choukou, le secrétaire général provincial du MPS du Guéra Tatoulé Dogo, le secrétaire général provincial du MPS du Mayo-Kébi Ouest, Tawo Indabo, le secrétaire général du MPS en Arabie Saoudite, Moussa Hassan Issa, les militants du MPS de la Tangilé Centre représentés par Ndigé Tiroué Manas, le président de l'association pour la protection de l'environnement et le développement social, Abakar Mohamed Abakar, et les membres de l'association, tous félicitent donc le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et par la même occasion, ils implorent Dieu le Tout-Puissant de le protéger et de veiller toujours sur lui dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. La suite de cette édition, 54 milliards de nos francs, c'est le montant de l'enveloppe allouée par la Banque mondiale pour le financement donc de la route, de la réalisation du projet régional interconnexion Tchad-Cameroun. Le paraphe de cet accord a lieu ce matin entre le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne et le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nanko Mbogo. Reportage Valilati. C'est pour réaliser des échanges d'énergie via le transfert de l'énergie hydraulique du Cameroun vers le Tchad afin de diminuer la production locale plus coûteuse que cette ceinture d'accord de financement du projet régional interconnexion Cameroun-Tchad a lieu. Le document est paraphé entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, et le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, François Nakobogo. Le dit accord permettra d'optimiser le développement du secteur énergétique au Tchad. Pour le représentant résident de la Banque mondiale, François Nakobogo, le projet régional interconnexion Tchad-Cameroun a plusieurs avantages. Nous plaçons cet événement sous un triple signe. Le premier, c'est celui du réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie. C'est aussi pour améliorer l'intensification de l'intégration économique au sein de la zone CEMAC. Et c'est enfin une amorce de développement d'un mix énergétique moins cher et moins polluant. À travers le projet régional interconnexion Cameroun-Tchad, les difficultés liées à l'énergie seront un triste souvenir, situe le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Ces initiatives d'interconnexion ont permis à beaucoup de pays moins équipés de soulager leur population à travers la mutualisation des efforts. Que la coopération continue parce que nous avons d'autres projets d'interconnexion avec d'autres pays voisins, notamment avec le Nigeria, qui est un projet d'interconnexion très vieux qui a été initié dans les années 1976. L'accès à l'électricité, droit universel, préoccupe à plus d'un titre le gouvernement qui fonde son espoir sur le projet régional interconnexion Cameroun-Tchad. Ce projet de 54 milliards de francs CFA, donc 90 millions de dollars, est un don de la Banque mondiale. Hier, c'était le pont entre Yagua et Bangor, projet intégrateur. Aujourd'hui, c'est l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun à partir de Ngaoundéré-Djamena. Il y aura bientôt l'interconnexion entre le Nigeria et le Tchad. Dans ces plans que nous venons de valider ce matin, un gigantesque projet devra être mis en œuvre dans le domaine solaire pour permettre, n'est-ce pas, au Tchad de faire un bond en avant. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, rassure à la Banque mondiale des prédispositions prises par le Cameroun et le Tchad grâce au leadership affiché de leurs présidents respectifs pour la concrétisation du projet au grand bénéfice des deux peuples.
La direction générale de la centrale pharmaceutique d'achat a réceptionné hier soir les matériels et équipements médicaux commandés par l'État tchadien. C'est le ministre des Finances et du Budget, Tahira Hamid Ngouline, qui a remis ces fournitures en présence de son collègue de la santé publique, Adef Ahmad Rama. Les matériels et équipements acquis sur fonds propres de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont officiellement remis à la centrale pharmaceutique d'achat par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngouline, président du sous-comité Finances et Commandes du comité de gestion des crises sanitaires. Ce sont des produits commandés de l'Inde. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir le matériel médico-technique acheté par le gouvernement du Tchad. Vraiment, notre vive félicitation au comité de gestion de la crise sanitaire et donc au gouvernement d'avoir pu disposer sur les fonds propres du gouvernement tchadien tout ce matériel qui sera très rapidement rendu opérationnel en ce qui concerne le laboratoire et mis à la disposition du personnel de santé en ce qui concerne les équipements de protection individuelle. La centrale pharmaceutique d'achat, selon son directeur général, fera une gestion efficiente de ces matériels et équipements. Ces différents produits seront utilisés de manière rationnelle. Et nous attendons toujours les orientations du coordinateur national de riposte sanitaire avec qui on doit disponibiliser les produits là où ils doivent être. Le 1er juillet prochain arrivera la seconde vague de la commande des matériels et équipements médicaux. Justement, les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 portent de plus en plus ses fruits. Les Tchadiens ont pris conscience de la dangerosité de cette pandémie mondiale. Cependant, l'on constate encore dans certaines localités du pays un relâchement de la population dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Et ces efforts méritent d'être salués au regard donc de la régression du Covid-19. Adou Manganad. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement en première ligne, le président de la République, Idriss Déby Itno, coopère avec les différents partenaires afin de protéger la santé et de sauver des vies. En ces temps de crise, tous les acteurs impliqués dans la riposte contre la pandémie à coronavirus collaborent et s'entraident. Le comité de gestion de la crise sanitaire a mobilisé des ressources afin de soutenir la réaction d'urgence lancée par le chef de l'État face au virus en garantissant la fourniture des équipements de protection, en stimulant la recherche et en soutenant toutes les initiatives des partenaires, entre autres les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile. Justement, la réaction de l'État face au Covid-19 s'articule autour des priorités, notamment de limiter la propagation du virus, d'assurer la fourniture des matériels médicaux, de soutenir les emplois, les entreprises et bien évidemment l'économie. Au plus fort de la crise de Covid-19, l'État a mis en place toutes les actions visant à contrer cette pandémie. C'est seulement à travers les actions conjuguées que nous pourrons vaincre le Covid-19, disent les plus hautes autorités du pays. Il faut souligner l'importante implication des Tchadiens dans la sensibilisation de proximité au sein des communautés tchadiennes. Matériel de communication à l'appui, les associations de la société civile, les partis politiques, toutes idéologies confondues, les organisations non gouvernementales, les différentes sous-commissions du comité de gestion de la crise sanitaire, sillonnent villes et villages, propagent les messages de la santé, y compris les gestes barrières. En outre, le gouvernement a lancé des grands appels d'offres internationaux permettant de procéder à des achats communs d'équipements et de dispositifs de diagnostic. Ce n'est pas tout. Dans le même temps, le comité de gestion de la crise sanitaire continuera de garantir la liberté d'expression et de soutenir les médias dont l'information indépendante est si cruciale durant la pandémie à coronavirus. Il n'est un secret pour personne. Depuis, il y a la propagation délibérée de fausses informations autour de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Communication
Oumar Yahya Hissène, dans toutes ses sorties, rassure le gouvernement contribue à détecter, dénoncer et combattre la désinformation en fournissant des informations exactes et à jour, martèle-t-il. Toutefois, la réouverture de commerces, des écoles et des lieux de culte ne doit aucunement signifier que la guerre contre le redoutable virus a été remportée. C'est dire que la propagation du virus est assurée par l'être humain à la faveur de ce déplacement et des regroupements auxquels il prend part. Seul un même esprit de solidarité et de responsabilité permettra de venir à bout de la crise de Covid-19. Et voici comment se présente la situation épidémiologique du coronavirus de ce lundi 29 juin 2020. 36 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 1 guéri, portant le total à 781, 0 décès. Le total des décès reste 74, 11 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 866, dont 227 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 761, Bata 6, Chariba Girmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone Occidental 13, Logone Oriental 11, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchini. À l'Assemblée nationale ce lundi, le chef du département de l'environnement, de l'eau et de la pêche était face aux élus du peuple. Il a répondu aux questions orales avec débat sur la gestion des terres cultivables ou encore la loi 14 portant réglementation des ressources phoniques et halieutiques. Nova Robert. L'interpellation du ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche a porté sur la mise en œuvre de la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques et celle portant réglementation des surfaces cultivables. Ces différentes lois mettent en relation l'homme et son environnement. Malheureusement, soutient l'auteur de la question, les agents forestiers qui ont pour noble et exaltante mission de vulgariser ces instruments juridiques arnaquent la population. Celle-ci est réprimée avec de fortes amendes sans délivrance d'aucun reçu par ces agents. L'environnement est une vaste biodiversité qui englobe la faune, la flore, notre biotope construction, et nous constatons malheureusement ces derniers temps, surtout ces dernières années, une dégradation de l'environnement. C'est un phénomène d'ordre mondial dû à plusieurs facteurs. Monsieur le ministre, avez-vous des images récentes sur notre système environnemental depuis l'interdiction de la coupe de bois? Parce que nous constatons la reconstitution de certaines de nos forêts. Pour les élus du peuple, ces agents en charge de la protection de l'environnement doivent être par excellence des agents de sensibilisation pour une bonne appropriation de ces textes. L'article 100 du même décret dit que la population riveraine a un droit coutumier et un droit collectif. Cela dit qu'il faut puiser là, le fagot, la paille, les branches, tout ça. Ils doivent puiser là, pour se nourrir. Ils doivent faire la chasse là pour se nourrir. Il suffisait d'aller prendre même une branche pour en faire une manche. Quand on prend, tu peux s'armer. Quand tu veux prendre quelques branches pour faire la capture de ton agar ou bien de ta maison, on te prend, tu payes 500 000. Mais ce sont des hors la loi. La question liée à la suspension de plus de 800 agents du ministère de l'Environnement n'a pas été occultée par les élus du peuple. Aussi ont-ils émis le vœu de s'imprégner de l'évolution du projet de la ceinture verte et celui de la muraille verte.
Répondant donc aux questions des élus du peuple sur le comportement de certains agents de son département qui arnaquent au quotidien la population, le ministre de l'Environnement entend prendre des mesures drastiques contre ces agents. Un extrait de ses propos recueilli par Dobarobert. A le droit d'empêcher sous quelque prétexte que ce soit tout producteur d'exercer ses activités agricoles lorsque les dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière de protection de l'environnement sont respectées. Toute entrave à la mise en œuvre de la politique agricole du chef de l'État ne saurait être tolérée. La seule préoccupation de notre département est de veiller à la sauvegarde de l'environnement en luttant contre les actions anthropiques qui sont souvent dévastatrices de notre biodiversité, surtout dans un contexte national actuel fortement marqué par les effets néfastes des changements climatiques. La préservation de notre couvert végétal, eu égard à l'avancée fulgurante du désert par la lutte contre la déforestation, est plus que jamais une nécessité et donc une question de survie. Cette situation décriée par tous est due d'une part à l'incivisme notoire de certains de nos concitoyens et à la complicité tantôt passive, tantôt active de certains de nos agents corrompus. Ces agents d'eux s'appuient généralement sur les dispositions de l'article 287 de cette loi qui prévoit la transaction en cas d'infraction à l'environnement, ce qui est en principe une option. Or, dans la plupart des cas, au lieu de déférer l'affaire à la justice, les agents et les délinquants optent pour la transaction qui est très profitable aux deux parties au détriment du trésor public. C'est cette pratique qui ouvre le plus souvent la voie au dérapage dénoncé, qualifié souvent d'arnaque, car ceux-ci prononcent des amendes disproportionnées à l'égard de ces délinquants environnementaux. C'est ainsi que voudrions-nous saisir cette occasion pour demander à la représentation nationale, aux autorités administratives traditionnelles, religieuses, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la société civile de nous appuyer dans cette lutte pour la préservation et la conservation de l'environnement en général et de nos ressources naturelles en particulier. Cela doit se faire en dénonçant tout comportement déviant de toute personne, quelle que soit sa qualité ou son rang social. C'est sur cette base que le ministère pourra objectivement prendre toutes les sanctions qui s'imposent conformément au texte en vigueur. S'agissant des agents indélicats, dont les cas sont signalés, nous vous assurons que des sanctions sont automatiquement prises à leur égard, qui consistent à leur suspension et remplacement par d'autres. Au niveau des concentrés, nous entérinons généralement les sanctions prises par les autorités administratives locales quand elles le font. Point de presse ce lundi du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Tezen El Hadj Yaya, parle ici du contact et des conditions dans lesquelles la police nationale travaille. C'était à l'issue d'une rencontre avec les 17 commissaires de police de la ville de N'Djamena. En voici un extrait. J'ai tenu à rencontrer ce matin le commissaire central pour la ville de N'Djamena. Autour de lui, l'ensemble des collaborateurs responsables des différents CSP et COP. L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger donc sur la situation de la ville de N'Djamena. Situation sécuritaire. Comme vous le savez, en cette période de pandémie où tous les efforts sont orientés donc dans la lutte contre la propagation de cette maladie, la sécurité a toute son importance. Sécurité sanitaire, mais aussi sécurité des personnes et des biens. Le contexte de N'Djamena, il est particulier. Vous savez que c'est la capitale et on a en même temps des services déconcentrés de l'État et des services décentralisés. Vous avez donc les maires qui sont des officiers publics et
de par leur statut, ils ont également la possibilité de requérir la force publique. Vous avez les administrateurs délégués qui sont les représentants du délégué général du gouvernement auprès des arrondissements. Le délégué général étant dépositaire des pouvoirs de la République a également cette prérogative de mobiliser les forces publiques. Donc nous devrons agir de manière concertée dans le respect des attributions des uns et des autres, mais en sachant que nous avons un objectif commun, c'est d'assurer le bon ordre social dans la ville de N'Djamena et la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Katnouba Théophile. Et puis, je l'annonçais en titre, l'autorisation provisoire du transport interurbain. Comme vous le savez, c'est pour un mois après la décision prise par le gouvernement. Cette reprise est cependant conditionnée par le respect des gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19. C'est pour constater l'effectivité des transports qu'une de nos équipes a fait le tour de quelques gares routières de la place. Le reportage est signé d'Amgélique Nejuel. Après 3 mois de suspension des transports interurbains, par mesure de prévention contre le coronavirus, les agences de voyage y retrouvent leur température d'attente. Depuis cette reprise, l'ambiance qui prévaut dans les gares routières en dit plus. La décision du comité de gestion des crises sanitaires autorisant provisoirement la reprise des transports est un ouf de soulagement pour les citoyens. Dû également du coût de voyage, donc c'est un peu pénible pour nous les étudiants. Les mesures barrières sont très bonnes, puisque ça nous permet d'éviter des contaminations, et pour cela on apprécie quand même ces mesures. Je vais à Moundou dans un cadre privé et nous sommes ravis pour ceci. En son temps, s'il n'y avait pas les occasions, ce qui est urgent ne pouvait pas se faire. Alors maintenant les dispositions, est-ce que les mesures sont respectées? C'est ce qu'on est en train de s'inquiéter en ce moment. Est-ce qu'ils vont continuer à garder le même rythme? Est-ce qu'il y aura un changement? Et les prix ont augmenté. On pensait que le bus était au même prix avant, mais le bus également ont augmenté. Moundou a fait 15 000 aujourd'hui. Je suis un enseignant. Mon travail, c'est l'enseignement. Et quand j'étais au Guérel, je suis affecté comme un enseignant à l'ECA. Et pour le moment, mon arrêté d'affectation est sorti. C'est pourquoi on m'a appelé et je reviens ici pour prendre l'arrêté d'affectation et puis je vais à Moundou là pour prendre service. J'apprécie bien les mesures. Actuellement, je repars pour visiter mes parents. Cette décision du comité de gestion des crises sanitaires est conditionnée par le respect des mesures barrières. Comment les agences de voyage se prennent-elles pour les traduire en actes? On a commencé, c'était avant-hier. Avant, on ramassait 49 personnes. L'État a dit qu'on devrait ramasser 35. Donc nous sommes restés sur la décision de l'État. Nous ramassons 35 passagers et chaque passager doit porter son cache-nez avant d'entrer dans le bus. Se laver aussi les mains. C'est comme ça qu'on fait. Nous avons mis des dispositifs de lavage des mains à l'entrée et vraiment même dans la cour de notre agence. Nous exigeons, c'est une exigence parce que pour ça nous ne faisons pas cadeau. Donc avant l'embarquement, nous nous assurons que le client a effectivement lavé les mains avec du savon et le port du cache-nez qui est également obligatoire. Il s'agit de notre santé et c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement et nous sommes tenus de la respecter. La limitation du nombre de passagers par bus entraîne l'augmentation du coût des transports. Les transporteurs se justifient. Initialement, le bus contenait 51 places. Maintenant, on est revenu à 35. C'est vrai que ça a un impact sur nos finances, effectivement. Mais là, il s'agit d'une période assez particulière. Nous ne sommes pas en train de privilégier beaucoup plus le gain. Nous cherchons juste à maintenir l'équilibre. Pour nous, c'est une façon d'accompagner le gouvernement. Le souhait de tous est que cette reprise soit définitive à l'expiration de la période provisoire d'1 mois. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Bonsoir et à demain.